Bienvenue sur le podcast de Pédagogie du Vivant, le podcast qui parle d'éducation hors des murs. Je m'appelle Claire, je suis pédagogue par la nature, cofondatrice d'une association qui organise des ateliers dans les bois pour les enfants et qui porte également un projet d'école en forêt. Je crée des supports pédagogiques autour du monde vivant et je suis aussi et surtout maman depuis 2 ans. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode, seul ou accompagné. Parents, familles, professeurs des écoles, éducateurs, animatrices. Les conversations avec ces invités ont pour ambition de faire découvrir davantage l'éducation des enfants en extérieur et de parler du lien à la nature si précieux pour leur développement. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Pédagogie du Vivant, tout attaché. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Ambre, professeure des écoles dans la région de Dijon. Il y a 3 ans, Ambre s'est lancée dans un nouveau projet avec sa classe. Défricher un terrain verduré derrière l'école pour en faire un jardin vivant et riche en biodiversité. Depuis, elle apprend avec ses élèves à faire vivre un potager, de la graine qui est semée jusqu'à la transformation des fruits et légumes récoltés en soupe ou confiture. Voilà une classe qui vit au rythme des saisons. Avec Ambre, nous sommes revenus sur son parcours en tant que professeur des écoles, ainsi que sur ce qui l'a amené à créer un potager à l'école avec toute la mise en place que cela a nécessité. De façon détaillée, Ambre a partagé la manière dont elle organise les séances de classe au jardin, ainsi que les différents projets qu'elle y mène tout au long de l'année, avec sa classe, mais aussi avec d'autres classes de l'école. Nous sommes revenus sur les évolutions qu'elle observe chez ses élèves après une année de classe au jardin, ainsi que sur tous les apprentissages que ces moments en extérieur permettent. En toute transparence, elle a également évoqué les difficultés qu'elle rencontre parfois lorsqu'elle fait classe au jardin, mais aussi, de manière positive et enthousiaste, tout ce que lui apportent ces temps de classe dehors. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Salut Ambre, bienvenue sur le podcast. Salut Claire, merci de m'accueillir. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui et de pouvoir échanger avec toi autour du sujet qui est l'éducation en plein air à l'école. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire dans quel coin tu vis et ce que tu fais dans la vie ? Donc moi j'habite à Dijon, donc une assez grande ville, et j'enseigne dans une école élémentaire de Dijon, qui se trouve même en REP, classée REP. Et donc on est vraiment dans la ville et dans un quartier mixte avec bâtiments, maisons, mais pas vraiment la nature à proximité. Alors avant d'aborder ton parcours jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu veux bien nous dire quel était ton rapport à la nature lorsque tu étais enfant ? Quels sont tes souvenirs d'enfance les plus marquants ? Ça va être assez ambivalent parce que quand j'étais petite, je sais que je passais pas mal de temps dehors avec mes parents. On allait souvent en balade, ils avaient des chiens. On habitait dans un petit village à la campagne et en fait, il y a eu un tournant à l'adolescence. La nature me donnait des boutons et j'ai commencé à fuir tous ces moments de balade. J'étais l'aînée et mes parents continuaient à aller se balader avec mon petit frère et ma petite sœur, et moi je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas y aller. Je préférais rester à la maison. Je me rappelle pas bien ce que je faisais, mais j'étais mieux enfermée. Il y a aussi mon père jardinait, il a toujours jardiné. Je ne sais plus si je jardinais avec lui quand j'étais petite ou pas, mais je le vois bien jardiner. Et pareil à l'adolescence, quand il voulait que je l'aide, c'était pire qu'une torture, pire que... Enfin, c'était vraiment l'horreur et j'avais aucune envie d'y aller. Et après, j'ai habité en ville. J'ai fait mes études en ville, puis je suis restée en ville et en fait j'allais très peu dans la nature. Enfin, il aurait fallu me payer pour quitter la ville. Je me disais citadine à 200%. Donc c'est assez. Et puis il y a eu un retour il y a quelques années. Je me suis fait rattraper par ce qu'il y avait au plus profond de moi, ça se trouve.
Est-ce que tu veux bien nous partager ton parcours de ta formation jusqu'à aujourd'hui? On va dire que à la base, c'est pas une vocation comme ça pourrait être pour certains. C'est comme si c'était ce métier qui m'avait rattrapé aussi, parce que j'avais commencé des études à la fac, j'avais un niveau de maîtrise, mais en fait, je ne savais pas quoi faire de ça. J'ai été maman une première fois, et puis après, je me suis dit, bah tiens, ça doit être, ça irait bien avec la vie de maman en fait, le métier d'enseignant. Et puis j'ai toujours aimé les enfants, enfin m'en occuper. Je me suis toujours occupée d'enfants. Donc j'ai tenté le concours et je l'ai eu. Mais j'avais à cette époque, j'avais plus de 25 ans en fait. J'étais dans les plus âgés de ceux qui faisaient qui venaient de passer le concours. Et du coup, t'as travaillé, t'as toujours été en école dans la région de Dijon, ou est-ce que t'as fait plusieurs écoles? Les niveaux aussi, je sais pas si tu as précisé tout à l'heure. Il me semble pas le niveau dans lequel tu enseignes actuellement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours du coup après une fois enseignante? Bah, une fois enseignante, c'est toujours assez difficile d'avoir un poste, d'être titulaire de son poste. Donc j'ai été pendant longtemps sur soit des écoles à l'année et ensuite je changeais sur un poste à l'année, ou voire même jusqu'à 8 postes dans une année où ça tournait sur une semaine. Donc j'ai pu balayer tous les niveaux. C'est assez intéressant, et d'ailleurs j'étais même comme entre-temps j'ai un peu découvert l'approche Montessori. J'avais très 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 envie, mais une envie même viscérale de travailler en maternelle. Je m'y étais préparée, j'avais fait des formations. Et là encore, c'est la vie qui m'a rattrapée. C'est ça qui est marrant. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées comme ça. Et il y a quoi? Il y a 4 ou 5 ans, il y a 4 ans, et ben on m'a imposé une titularisation en CM1, CM2. Donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que je me suis dit, là, vraiment, c'est le karma, je pourrais pas, je me suis préparée à 200%. Je suis prête et je pourrais pas faire de la maternelle. Et puis, bon, comme j'aime pas m'apitoyer, finalement, après, j'ai pris le bon côté des choses et je me suis dit, bah, ok, j'ai des CM1, CM2, mais je vais essayer de travailler comme en maternelle avec eux, avec le même fonctionnement, ce qui est pas, enfin ce qui est pas, enfin avec l'approche Montessori et tout, et ce qui est pas, c'est autant en maternelle ça se fait de plus en plus, mais quand on monte dans les âges c'est un peu moins. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé déjà avec une approche différente, et puis là-dessus c'est greffé le projet du jardin, et je suis toujours dans la même école avec les mêmes CM1 CM2, le même double niveau, et j'adore. Et ben justement, si je t'ai invité à partager ton expérience sur le podcast, c'est entre autres parce que dans ton quotidien d'enseignante et dans le quotidien de tes élèves, tu as intégré depuis quelques années des temps passés en dehors des murs de ta classe, et notamment au sein d'un jardin, tu viens de l'évoquer. Alors avant d'entrer dans le pourquoi et le comment, est-ce que pour qu'on ait une idée du cadre dans lequel ça se passe, tu peux préciser où se situe ce jardin et à quelle fréquence la classe s'y rend? Alors j'ai vraiment de la chance parce que l'école est dotée d'un jardin qui depuis très longtemps, je pense depuis presque sa construction dans les années 60-70, parce qu'il y a un grand terrain en herbe. Mais ce jardin, il avait pas été, enfin il est au pied de l'école, vraiment le long du mur de l'école. Et il a pas été exploité pendant au moins 8 ans, à ce qu'on m'a dit quand j'ai voulu m'y mettre. Et puis j'ai commencé directement avec une séance, au minimum une séance hebdomadaire. Après ça peut être soit une grosse séance, on y va tout un après-midi, à peu près 2 heures, ou je scinde cette séance en plusieurs mini-séances. Ça dépend du temps, ça dépend de ce qu'on doit y faire, ça dépend les enfants. Je m'adapte. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire classe au jardin, à amener ça dans ta pratique?
Alors en fait, c'est au moment du Covid, le premier gros confinement. En fait, il y avait pas mal de discours. Enfin, j'écoutais beaucoup ce qui se disait autour de moi, dans les médias et tout. Puis il y avait quand même des discours assez alarmistes sur la fin du monde, l'écroulement de la société et tout. Et puis j'ai commencé à réfléchir et puis c'est vrai que ça m'a un petit peu fait flipper tous ces scénarios catastrophes parce que je me suis dit Ambre, si un jour tu dois te débrouiller toute seule, effectivement, si c'est la fin du monde, bah tu sais rien faire. T'es chez toi dans ton appartement, tu dépends de l'électricité et des supermarchés et tu sais absolument rien faire de tes 10 doigts. Et en plus de ça, on était enfermés pendant le confinement, c'était insupportable. Je pense que tous les gens qui étaient en appartement, pour eux, c'était... Enfin, l'enfermement, nous, ça s'est bien passé. On a passé des bons moments ensemble et tout, mais le fait de pas pouvoir sortir comme on voulait, et ben finalement, c'est là qu'on se rend compte de la valeur de la nature, enfin de l'extérieur. Là, c'est une vraie chance en fait. Et puis, j'ai cherché un échappatoire, mon école n'étant pas très loin de chez moi, mais quand même en dehors du fameux kilomètre, je crois qu'il nous était autorisé. Et j'ai commencé à partir là-bas quotidiennement avec mes enfants, et puis j'ai commencé à retaper le jardin, donc sans enfants, sans élèves, je veux dire plutôt, au début, mais avec bien dans l'idée, quand on reviendrait à l'école, de faire classe, d'intégrer le jardin dans ma classe, en fait, dans ma pratique. Mais c'était vraiment un peu un coup de tête, en fait, et puis un appel aussi, comme ça, de la nature, quoi. Et puis c'est la solution que j'ai trouvée. Voilà comment j'ai commencé. Et toi, personnellement, est-ce que tu avais déjà un jardin chez toi? Est-ce que tu étais initiée au potager? Non, pas du tout. Ça m'intéressait, on va dire, mais étant en appartement, en ville, c'est pas... il aurait fallu que je fasse une démarche de demander, par exemple, un jardin dans les jardins collectifs de la ville. Il y en a à plein d'endroits, mais je l'ai jamais fait. Donc non, je me suis lancée dedans comme ça. Je me suis sentie capable de le faire, j'avais envie de le faire, et puis ça s'est arrêté là, en fait. J'ai commencé avec des pieds de tomates, je crois, comme de nombreux jardiniers. Et puis voilà, c'était lancé, en fait. Ouais, des fois, c'est pas plus mal de pas se poser 15 000 questions avant de se lancer, parce que sinon, on retarde les lancements encore, et de suivre son envie aussi, c'est bien. Oui, il faut pas attendre que tout soit parfait, que toutes les planètes soient alignées. Oui, c'est vrai que... Puis là, j'avais le temps, en fait, aussi, hein, avec ce fameux confinement. Même si je m'occupais de mes élèves, c'était du distanciel et j'avais du temps, puis on avait besoin de respirer un petit peu, quoi. Alors, comment se sont passées les premières séances au jardin avec tes élèves? Comment est-ce que toi, tu les as vécues et comment les enfants les ont vécues? En précisant du coup que le contexte était quand même un peu particulier après Covid. Donc, c'était en fin d'année scolaire, hein, c'était en mai-juin, quand je me rappelle plus les dates exactes, et les élèves sont revenus un petit peu au compte-gouttes à cette époque-là. Donc c'était sympa parce qu'au début, pendant le premier mois, j'avais pas trop d'élèves, j'avais pas tous mes élèves. Parce qu'il y a des familles qui préféraient attendre avant de remettre leurs enfants. Donc j'avais un petit effectif. Donc 10, 12 élèves. Donc ce qui est sympa. Après, moi, j'étais extrêmement motivée. Ils ont vu tout ce que je leur ai montré, hein, tout ce que j'avais fait. J'avais pris des photos avant, après, parce qu'il y avait quand même 6 parcelles. Au final, ça représente une 30aine de mètres carrés. Donc j'avais tout greliné, bêché quand même, parce qu'il y avait une quantité de chiens-dents et de racines. Enfin voilà, il y avait vraiment besoin d'en enlever un maximum. Donc il a fallu bien tirer, bien, et puis un peu retourner des fois. Donc devant ma motivation et puis la fierté de ce que j'avais fait, je crois qu'ils ont adhéré. La plupart ont adhéré, mais ils étaient un petit peu frileux de mettre les mains dans la terre quand même, certains. Puis cette proximité avec des insectes et tout, c'était
pour un certain nombre, c'était pas facile parce que ça les rebutait. Après, ils étaient contents de faire. Et là où ça a été difficile, c'est quand j'ai eu tous les élèves. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, gérer un groupe, enfin, tout un groupe classe, que ce soit dans une classe ou dans un jardin, ben, en fait, ça se fait pas au pied levé, faut être organisé. J'avais pas assez d'outils pour tous les enfants. De toute façon, j'en avais, au début, j'ai commencé, je devais avoir 2 pelles, une bêche, et puis quelques mini pelles. C'est tout ce que j'avais. J'avais absolument rien du tout. Un râteau aussi. Donc il a fallu organiser et puis réfléchir à l'aspect pédagogique en fait du jardin à l'école. Et justement au niveau de l'investissement en matériel et puis en temps, en énergie, ça t'a demandé quoi comme investissement au départ? J'ai quand même passé beaucoup de temps à remettre en état la terre, à essayer. Et je peux dire, j'ai l'impression que là, la terre commence à être mieux. Donc, il a fallu 3 ans quand même pour arriver à quelque chose de correct. Après, donc ça me prenait quand même du temps, mais pas tant que ça. Mais bon, quand on aime bien faire quelque chose, en fait, ça se fait tout seul. J'allais avec mes enfants sur des temps le week-end et tout. Au début, comme de nombreux enseignants, j'ai investi mon argent personnel surtout par rapport aux semences ou aux pieds de tomates ou des choses que j'achetais qui étaient déjà pas au niveau de la graine quoi en fait. Et puis au niveau des outils, assez vite j'en ai parlé, j'ai pas hésité à en parler à mes collègues, à des amis et tout, et donc régulièrement il y a des gens qui pensaient à moi en fait, et puis ils disaient ah tiens j'ai vu ça, il y a un tel qui voulait mettre ça à la déchetterie, ou il y a telle personne qui a pas besoin de ça, ça traîne au fond de sa cave, sa cabane à jardin, et donc j'ai récupéré pas mal d'outils comme ça. Et puis quand on a repris l'année scolaire suivante, on organise régulièrement des petites ventes de ce qu'on a dans le jardin. Et puis avec cet argent, ça permet de tourner en fait. Et c'est comme ça qu'on a pu acheter une grelinette. C'était le premier gros achat. Et sinon, j'essaye beaucoup de me débrouiller en fait avec ce qu'on a, quoi. Alors concrètement, comment organises-tu le travail au jardin pour tes élèves ? Par exemple, est-ce que tu suis une séance type avec des rituels, un déroulé particulier ? Oui, après j'ai intégré ça. Alors au début, c'est vrai que j'étais un peu, je sais pas comment dire, utopiste. Je me disais, oh, je vais mettre tous mes élèves dans le jardin. Ils vont tous gratouiller la terre, ils vont être contents. Mais en fait, non, c'était pas possible. Ça pouvait pas fonctionner comme ça parce qu'en fait, donc déjà moi, je débutais, même si je suis bien plus âgée qu'eux. J'avais quand même peu d'expérience, même si je me documentais avec des vidéos, des livres. Ça remplace pas le vécu qu'on peut avoir en direct. Donc je pouvais pas me reposer sur ça. Donc très vite je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille en petits groupes. Donc à savoir 5 ou 6 élèves qui font du vrai jardinage avec moi. Et puis les autres enfants, eux, ils sont toujours sur d'autres activités en autonomie. Donc le principe d'atelier tournant en fait. Et moi, je suis toujours sur l'atelier jardin. Il peut arriver qu'il y ait 2 ateliers qui soient sur le jardin avec un atelier en autonomie, mais là, ça sera un atelier qu'ils connaissent déjà forcément, qu'ils ont déjà fait avec moi, mais des choses simples comme par exemple enlever du liseron qui s'est un petit peu faufilé un petit peu partout, ou des fois ça va être tailler de la menthe ou faire quelques petites récoltes d'herbes aromatiques, des choses simples parce qu'ils ont vraiment besoin d'être accompagnés de A à Z dès qu'on fait des gestes un peu plus techniques, on va dire.
Et puis là, petit à petit, j'ai aussi introduit des rituels. Donc on rentre dans le jardin tous ensemble, en silence. On a même trouvé une petite formulette, c'est la bouche en sommeil et les sens en éveil. Parce que sinon ils rentrent comme dans une foire, ils font pas attention à ce qu'il y a autour d'eux. Puis l'objectif, c'est quand même d'ouvrir leurs yeux sur leur environnement naturel. Donc déjà qui rentrent avec cette ouverture, on commençait à s'ouvrir, et puis on a pu installer aussi l'année dernière un petit coin regroupement, parce qu'on a on a 2 arbres qui sont tombés lors d'un orage dans la cour de l'école, et en fait on a récupéré des branches, des grosses branches qui étaient prêtes à partir, mais qui étaient coupées en énormes bûches, et on les a récupérées puis on les a installées en cercle dans le jardin. Donc on s'installe tous ensemble à cet endroit de regroupement. Et on commence toujours par un petit point. Il y a un enfant qui dit la date, qui nous fait le point météo. On regarde les nuages dans le ciel. On essaye de nommer s'il y en a, quels sont les nuages. Et puis on rappelle en quelle saison on est, quels sont les signes visibles ou qu'on peut sentir, qui nous indiquent qu'on est bien dans cette saison. Est-ce qu'on a vu des choses qui ont changé par rapport à la dernière fois, des nouveautés, ou est-ce que ça nous semble pareil? Et puis après, une fois qu'on a fait tous ces petits rituels, en général, on passe au programme du jour, et puis le détail des différents ateliers. Et puis une fois que les consignes ont été passées, que tout le monde sait ce qu'il a à faire, et on attaque. Alors tu parles des saisons, vous allez au jardin toute l'année? Alors, on y va toute l'année, mais il y a quand même des saisons où on y va beaucoup plus. Si on lise sur l'année, on va dire qu'on y va une fois par semaine au jardin. Mais en hiver ou dans les moments où le temps ne s'y prête pas, ou aussi parce que des fois on fait d'autres choses à l'école, on peut avoir aussi d'autres sorties, d'autres choses qui sont prévues. Il y a des fois où on n'a pas le temps d'aller au jardin. Mais on a toujours des activités qui s'y rapportent, en fait, où on peut travailler en intérieur, mais en rapport avec le jardinage, le jardin de l'école. Ça peut être des activités plus scolaires, comme par exemple des activités scientifiques, parce qu'on a observé les insectes dans le jardin, et là on va faire des recherches sur les différents insectes, sur leur milieu, sur leur rôle dans la nature. On va pouvoir faire aussi des dessins, légender des dessins. Ou alors des fois c'est carrément du jardinage en intérieur, souvent en février ou début mars. On fait des semis, mais on les fait en intérieur parce que en extérieur il fait quand même froid, et puis les enfants, s'ils bougent pas et qu'ils sont dehors, c'est compliqué pour eux. Donc on va faire nos petits semis en intérieur tranquillement, ou des fois on fait de la cuisine aussi. On peut cuisiner ce qu'on a récolté dans le jardin. Voilà, des exemples. Mais justement, tu vois, une question que j'étais en train de me poser, c'est qu'est-ce que vous faites de vos récoltes? Est-ce que vous les cuisinez du coup uniquement à l'école? Est-ce que vous le répartissez entre les enfants et vous, enseignants? Non, la plupart du temps, on vend. On vend. Alors, on n'en a pas des quantités astronomiques. Quand c'est les belles saisons, quand on arrive à faire une petite vente par mois, on est déjà content. Donc, on vend. Je m'arrange pour avoir aussi des légumes ou des choses qu'on peut vendre. Après, il y a certaines choses, par exemple, on a des fraises et de la rhubarbe qu'on n'a pas en quantité suffisante pour faire une vente honnête. On va pas vendre 2 barquettes de 100 grammes de fraises. Donc du coup là, par exemple les fraises sur 1 mois et demi, on les récolte, on les met au congélateur, et puis quand on en a assez, hop, on fait pareil avec la rhubarbe, et puis quand on en a assez, on cuisine, on fait confiture fraise rhubarbe qu'on vend. Et c'est arrivé qu'on fasse de la soupe. Là, dernièrement, on a fait de la soupe. Alors, il y avait
des potirons du jardin, mais on avait complété avec d'autres légumes. Et on avait fait une soupe qu'on a mangée avec une classe maternelle. Mais les années précédentes, on avait déjà fait des soupes dans la classe. Mais c'est des choses assez simples, en fait. Après, il y a des enfants qui en ramènent aussi chez eux quand il n'y a pas grand-chose. Il y a 3 tomates. Il y a des enfants qui m'aident. Je leur dis, tu peux les ramener si tu veux. Enfin bon, il y a pas... C'est pas des traitements de faveur, ou ça crée pas de jalousie, ou des fois, il y a 5 framboises. Il y en a qui m'ont aidé à arroser. Ils sont là, et ils sont au bon endroit au bon moment. Je leur dis, allez-y, mangez les framboises. Et puis, ils sont contents. Mais c'est génial de transformer les aliments directement à l'école parce que finalement, il y a vraiment tout le processus du moment où les enfants suivent le moment où ils plantent la graine pour faire les semis jusqu'à on transforme le légume et derrière on peut le manger ou le vendre. Mais en tout cas, de le transformer, de voir tout ce processus d'évolution et de transformation, c'est génial. Oui, ça, je pense qu'ils aiment bien, mais il y en a beaucoup. Mais ils me disent, mais maîtresse, c'est dans combien de temps qu'on va pouvoir avoir des tomates? Parce qu'ils se disent, ils voient les pieds de tomates, on les met dans la terre, on met la petite graine début mars. Et puis quand arrive à la fin de l'année, mais il y en a, ils sont dépités, ils disent, mais maîtresse, on part en vacances, il y a encore pas de tomates? Ben non, non. Et je leur dis ça va commencer cet été. Alors des fois ça arrive que j'ai quelques élèves qui passent l'été, pas beaucoup parce que bon chacun ils ont leurs occupations et souvent c'est moi souvent les dames d'entretien qui restent à l'école pendant les vacances qui récoltent. Et puis comme elles m'aident à arroser, justement je leur dis écoutez, quand je suis pas là parce que je suis en vacances et tout, je leur dis tout ce qu'il y a dans le jardin c'est pour vous. Puis sinon le reste du temps c'est pour moi. Et puis quand les enfants reviennent au mois de septembre et que là il y a plein de tomates, mais ils sont heureux, ils sont tellement heureux, ils disent mais maîtresse ça a été long quand même, on les a attendus. Je dis mais oui, vous vous rendez compte le temps qu'il faut pour faire une tomate en fait, c'est plusieurs mois. Et là ils se rendent compte, on change un petit peu d'angle de vue en fait par rapport à, parce que la plupart ils ont pas de jardin chez eux. Vraiment ils se comptent sur les doigts d'une main dans ma classe les enfants qui ont l'occasion de jardiner en dehors de l'école. Et eux tout ce qu'ils connaissent c'est le supermarché, au mieux le marché, et encore je pense qu'ils y vont pas tous. Ouais, et puis ça permet vraiment de rendre concret ce qu'on entend maintenant depuis des années. Il faut manger des fruits et légumes de saison et d'ailleurs il y a plein d'adultes qui, quand tu ne mets pas les mains dans la terre, quand toi-même tu cultives pas tes légumes, si tu vas pas faire des recherches, t'as aucune idée de ce qui pousse, à quelle période. Et là, effectivement, le fait d'intégrer déjà cette notion de temps et de patience, ça apprend aussi énormément la patience d'avoir un potager. Et puis, ils peuvent se rendre compte à quel moment est-ce qu'un légume pousse et quel légume et qu'effectivement ça sort pas de terre d'un coup comme ça à partir du moment où on plante la graine. Et puis ils se rendent même compte aussi que c'est pas si facile en fait. C'est pas parce qu'on met une petite graine dans la terre puis qu'on l'arrose bien gentiment que forcément ça va pousser. Parce alors déjà du fait de mon inexpérience, premièrement, deuxièmement du fait de le terrain qui était quand même vraiment pas jojo, parce que c'était la bataille entre nos légumes et le chien-dent, la potentie, c'est toutes ces herbes poussaient 1000 fois mieux que ce qu'on pouvait mettre. J'ai essayé plein de choses, mais c'est en fait la terre était assez pauvre, donc il y avait des choses qu'on plantait qui ne poussaient pas, ou alors qui étaient très belles dans le terreau. Et puis hop, dès qu'on enlevait du petit pot puis qu'on mettait en pleine terre, non, ça fonctionnait pas, ça prenait pas, ou alors c'était les limaces qui venaient tout grignoter. Ou alors des fois c'est juste un geste malencontreux. Alors il y a une fois, je me rappelle d'un élève il était dépité parce que il y a une année, je fais pas les mêmes choses tous les ans, puis il y a eu une année où
j'avais donné l'opportunité aux enfants de faire des recherches, de chercher les plantes compagnes. Alors ils avaient tout le catalogue de graines qu'on avait et ils devaient chercher quelles plantes pouvaient dans celle-ci se planter ensemble parce qu'elles s'entraident et tout. On a travaillé là-dessus. Et puis je leur avais donné des petits lopins de terre par groupe de 2 ou 3. Puis je leur ai dit vous allez faire votre petite voilà, vous allez programmer vos petits semis et tout. Donc ils savaient tout organiser et tout. Alors en bon jardinier, on prévoyait un peu plus que ce qu'il fallait, mais bon, comme tous les semis se font dans la classe, il y a aussi à un moment une limite de place. Je peux pas mettre une serre chaude dans ma classe. Donc du coup, ils avaient tout préparé, ça avait poussé et tout. Puis venait le moment de mettre en terre. Puis il y avait quand même pas beaucoup ils avaient pas choisi des courges. Et puis sur les 3 graines, je crois qu'il y en avait déjà que 2 qui avaient, enfin sur les 3 pots, il y en avait que 2 où ça avait pris. Et puis il y a un des 2 pieds qui, en fait, quand l'enfant l'a manipulé, paf, il a sectionné la tige. Alors là, il a regardé le pied qui était cassé, et puis je crois qu'il attendait que je lui dise oui, c'est cuit là, c'est foutu. Et puis je lui ai dit oui, là je lui ai dit écoute, c'est mort pour lui quoi. Là tu l'as coupé, on pourra plus rien faire quoi. Et j'ai bien vu mais il était dépité. Il s'est dit non mais ça fait 3 mois que c'est dans le pot, que je l'arrose avec mes copains. Et là maîtresse, tu me dis que c'est foutu. Bah oui. Là moi aussi j'ai un peu les boules, tu vois. Comme c'est des grands, je lui ai dit c'est comme vous dites quoi, rip la course. Voilà, voilà, mais c'est fini. Et là ils se sont rendus. Enfin ouais, je sais que ce jour-là, il s'est rendu compte que oui, c'est pas, enfin oui, c'est compliqué, c'est un métier, faut faire attention, c'est fragile, la vie est fragile en fait. Alors on en évoque déjà là depuis quelques minutes, mais quels apprentissages ces sorties favorisent-elles selon toi? La liste est énorme, je pense. Hein. Ce que je sais, c'est que ce qui est sûr, c'est que déjà leur rapport à la nature, il change. Parce que, en fait, c'est comme si leur regard, il s'aiguisait au fur et à mesure, en fait. Et ils deviennent attentifs à des choses. J'en vois des fois on sort en récréation, donc le truc a rien à voir. Normalement, ils sont contents, on sort en récréation, on fait une pause, ils vont jouer et tout. Puis là, ils sortent, ils regardent les nuages, ils font il y a des cirrus aujourd'hui. Donc ils voient ça en fait, ou alors ils voient des insectes et puis il y a des enfants d'autres classes qui veulent soit les écraser, soit jouer avec, ou qui s'interrogent ce que c'est. Puis eux tout de suite, ils leur disent non, faut les laisser, on va les mettre dans le jardin. Ah oui, tu vois, ça c'est une punaise, ça c'est une punaise arlequin parce qu'elle a des rayures. Enfin, je vois qu'ils connaissent des choses. Et puis ils ont plaisir en fait à le partager. Après il y a aussi le rapport direct. Il y a des enfants des fois, s'asseoir sur l'herbe, déjà ça c'est hyper compliqué pour eux parce que c'est comme s'ils allaient se faire agresser par un troupeau de fourmis géantes et que c'était hyper dangereux. Et ils ont vraiment peur en fait, mais non. Au bout de souvent, comme je garde une partie des enfants, je les garde 2 ans. Et au bout de 2 ans, ça va. Il y en a, on bouge un petit peu la terre. Il y a un ver de terre qui pointe le bout de son nez. Mais ça y est, c'est alerte rouge, quoi. Il y a un ver de terre, attention. Et puis après, non, il y en a même qui les prennent dans les mains. Alors pas tous, parce qu'il y en a, ils franchissent pas ce cap-là. Mais ça les dérange pas. J'ai acheté des gants justement exprès pour. Je pense que c'est aussi pour respecter. Enfin, ils ont le droit aussi d'avoir besoin, on va dire, de cette petite distance. Mais justement, avec les gants, ils mettent les mains dans la terre et puis ça les dérange. Ils sont tous contents de planter et tout. Après, je sais qu'ils ont, bien sûr, ils acquièrent des connaissances. Et puis ils sont toujours. Ils aiment bien quand ils ont fait déjà toute une année de CM1, qu'ils ont découvert et appris pas mal de choses, des bonnes bases.
Et ben, quand ils sont en CM2, toujours le début d'année, c'est les CM2 qui guident les CM1. Donc, qui leur font visiter, qui leur présentent les différentes plantes, qui leur parlent des insectes, qui organisent des activités pour eux, qui leur montrent comment on manipule les outils, qui leur disent comment ça s'appelle. Et puis après, il y a aussi ce que ça leur apporte aussi, je pense, c'est j'essaye un peu d'axer sur la permaculture, mais sans trop en faire parce que je me considère pas du tout comme une experte, mais sur notamment le fait d'avoir mis une station de compostage, ça donne aussi du sens parce que c'est en lien avec la cantine, donc ils savent que les déchets verts, ça se recycle et puis que ça va faire de la bonne terre pour notre jardin. Je veux dire, c'est des poubelles à la base, on va dire, si on est très caricatural. Et en fait, non, ils savent qu'il y a des bonnes choses dans leurs poubelles et que ça contribue à un cycle de la vie, en fait. C'est qu'une petite partie de ce que je pourrais dire que ça leur apporte. Hein. Du coup, là, les temps que tu passes au jardin avec les élèves, c'est vraiment du jardin. Tu transposes pas les fondamentaux, tu les transposes pas en extérieur. Tu fais pas une classe d'intérieur dans le jardin, en fait. Les temps au jardin, c'est vraiment du potager. Ça dépend. Si, il y a aussi du plus scolaire, on va dire, parce que, comme j'ai dit, comme je fonctionne en atelier, ceux qui sont en atelier, qui sont pas avec moi, qui sont en autonomie, il faut quand même qu'ils soient sur quelque chose qui leur permette pas trop de papillonner, parce que sinon, enfin voilà, faut les canaliser quand même, hein, les enfants. Donc, je peux faire autant des maths que du français ou des sciences en fait, ou alors des jeux. Mais souvent, il y a un atelier au jardin avec moi, comme j'ai dit. Après, il y a souvent un peu des sciences ou de l'observation, du dessin. Ou après, ils sont quand même, ils doivent légender ou enfin vraiment s'appliquer dans le dessin parce que c'est pareil, c'est peut-être un des apports aussi de ce genre d'activité, c'est que il y a beaucoup d'enfants, comme je suis avec des grands, CM1, CM2, ils aiment pas dessiner, mais on se rend compte qu'en fait, ils aiment pas dessiner, c'est aussi parce que ils ont perdu le plaisir, enfin ouais, vraiment perdu le plaisir, et puis en final, ils savent pas dessiner, c'est vrai, parce qu'il y en a, ils sont bloqués à des dessins un petit peu niveau maternel, on va dire, hein, et ils ont jamais cherché à s'améliorer parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux, qu'ils en sont pas capables. Et depuis que je m'étais rendu compte de ça, on fait beaucoup plus souvent du dessin d'observation. Et ça les aide pas mal à s'améliorer, à voir les détails, à mieux observer. Donc il y a souvent une activité, donc ça les pose bien en fait. Que ce soit dessiner un insecte, une plante, une fleur de leur choix, des feuilles, enfin il y a des milliards de possibilités. Et puis après mettre la couleur correctement, les bonnes couleurs et tout. Et puis c'est pas rare qu'il y ait une activité la dernière fois c'est une activité de grammaire. Donc il y avait un texte à trous, on travaillait sur les adjectifs et puis ils devaient mettre les bons adjectifs pour décrire les bonnes courges en fait, selon le nom de la courge. Et puis ils avaient des photos avec les courges respectives. Puis il devait accorder les adjectifs après. Voilà, mais en fait, je fonctionne pas mal au feeling et puis aux opportunités qui se présentent. Donc là, par exemple, je sais pas tout ce que je vais faire dans la période qui va suivre. Je sais pas du tout parce que j'ai des idées, j'ai des lignes directrices, mais ça va dépendre. J'ai pas mal d'inspirations qui me viennent des fois. C'est la veille. Le soir même, je me dis, j'avais prévu des choses, puis finalement, je me dis, non. En fait, ça va être 10 fois mieux, ça va être plus pertinent pour eux, plus pratique et tout. Enfin bon, je pense qu'il y a pas mal d'enseignants qui fonctionnent comme ça aussi, qui sont, puis comme on est en extérieur et puis sur une matière, c'est une matière mouvante, en fait, la nature, donc je pense qu'on peut se permettre ça. Et justement, pour rebondir sur les dessins, et c'est vrai qu'il y a un espèce de
de cap qui se fait à la maternelle. On est beaucoup là-dedans, beaucoup dans le créatif. Alors, le créatif qui peut être limité parce que c'est aussi suivre des modèles particuliers, etc. Et puis, c'est vrai qu'il y a un âge où, d'un côté, il y a les enfants qui savent dessiner, et puis de l'autre, il y a tous les autres. Et moi, j'ai fait partie de ces tous les autres qui ont intégré l'idée que moi, j'étais nulle en dessin et jamais je prenais un crayon pour dessiner. Et tu vois, le fait que tu me racontes ça, ça me replonge quelques années en arrière, parce que là où le moment où j'ai recommencé à tracer plus que dessiner, c'est quand j'ai suivi une formation d'herboriste et que j'ai été sur le terrain. Et en botanique, il faut dessiner ce qu'on observe, les plantes qu'on observe. Et les premières séances, c'était hyper difficile pour moi de me lancer là-dedans. Et maintenant, j'ai plus aucun problème, même si c'est pas au plus près de la réalité, parce que j'ai pas la technique et que c'est pas ce que je cherche à travailler. Mais c'est vrai que d'aller se plonger dans cette nature et de l'observer et d'en garder une trace, ça permet de reconnecter un peu à cette créativité qui, quand on grandit, on en est quand même coupé, excepté les enfants et plus tard les adultes qui sentent vraiment cette flamme qui reste en eux et qui gardent cette créativité. Pour la plupart d'entre nous, il y a un moment où on s'en coupe totalement. Non, c'est vrai. Et puis, mais mais ça marche pour tout en fait. Hein. C'est pas que pour le dessin, c'est ça. Après, c'est toute une démarche que j'essaye d'avoir. Hein, c'est que les enfants se sentent capables d'eux. Après, ils y arrivent plus ou moins bien. Ils sont plus ou moins contents du résultat, mais ils l'ont fait en fait. Et puis ils se sont lancés, et ça marche en dessin, ça marche en maths, ça marche en histoire, ça marche en... Et c'est vrai que je prends un malin plaisir souvent à les bousculer, mais gentiment, hein, mais j'aime bien des fois les forcer entre guillemets un petit peu, et j'hésite pas quand on parle du dessin. Je veux dire, il y en a certains... Je vois le dessin, en fait, sur une activité qui doit durer 20 minutes. En fait, au bout de 2 minutes, ils ont terminé. Et franchement, ça ne me fait pas mal au cœur du tout. Je leur dis, en douceur, hein, mais je leur dis, là, je suis sûre que tu peux mieux ouvrir tes yeux et puis essayer d'améliorer ce que tu as fait. Alors, je te donne une autre feuille. Tu prends ton temps, on n'est pas pressé, et puis tu observes. Et tu dessines ce que tu observes. Et je te demande pas de dessiner, c'est pas un concours de dessin. Je te demande pas de faire sinon je te demanderais de prendre une photo si je voulais que tu fasses exactement pareil. Mais je pense que tu peux faire mieux. Et puis la couleur, je pense que tu peux mettre faire une recherche un petit peu de couleur. C'est pas partout la même couleur. Et observe, vraiment observe. Et bon, après il y en a, ils prennent plaisir. En 20 minutes, ils ont pas fini. Parce que eux, ils sont vraiment dans le détail et tout. Mais voilà, j'aime bien tirer ceux qui n'en sont pas là. Et puis quand ils ont passé déjà 10 minutes sur un dessin, on se dit, bon voilà, déjà de 2 minutes, je torche mon travail parce que de toute façon, j'ai envie de saboter ce que je suis persuadée que je ne suis pas capable de faire. Non, moi je suis désolée, j'aime pas cette démarche-là en fait. Ça, j'aime bien essayer. Enfin voilà, c'est aussi... on passe par le dessin d'observation au jardin pour faire ça, mais on peut le faire sur des multitudes de supports, par une multitude de biais en fait. Mais l'idée, c'est que qu'ils se donnent du mal, qu'ils s'investissent. Alors du coup, on a un peu parlé des évolutions que tu as pu observer chez les enfants, des enfants qui au départ n'étaient pas habitués, qui avaient même parfois du mal à toucher la terre. Du côté des familles, comment est-ce que c'est reçu ce temps passé au jardin à chaque rentrée scolaire? Est-ce que tu as des retours particuliers de la part des familles? J'ai pas mal de familles qui, je pense, qui sont dans une relation avec l'école. Enfin, on va dire qu'ils ont confiance.
Donc j'ai pas de retour. Enfin, on me dit pas c'est bien, c'est pas bien. Je pense que si leurs enfants sont contents d'y aller, bah ils sont contents pour eux. Et puis en fait, ils non plus, ils vont pas chercher à me dire bon donc si vous allez au jardin, ce temps-là, vous faites pas du français, vous faites pas des maths, comment vous allez faire pour faire le programme. Enfin, j'entends jamais ça non plus. Après, j'ai des parents qui arrivent à se rendre de temps en temps disponibles pour venir donner un petit coup de main. Il y en a qui sont contents au moment des ventes, qui ont plaisir à donc soit à venir eux-mêmes pour voir ce que les enfants ont à proposer et puis bah jouer à la marchande avec eux en fait, hein, leur dire ce qu'ils veulent et tout. Et puis il y en a aussi enfin il y a quand même pas mal de parents, je pense, qui sont assez pris et qui je les vois pas forcément mais ils sont contents. Enfin là maintenant ça va, l'identité c'est la classe au jardin. Donc on va dire que je pense que j'ai une bonne image dans l'école. Les enfants sont contents quand ils savent qu'ils viennent dans ma classe. Même s'ils aiment pas forcément la terre, mais ils sont contents d'avoir ce projet-là. Enfin, à la base, je dis ça parce que des fois, il y en a, ils ont, bah voilà, c'est pas aller dehors, s'asseoir dans l'herbe ou gratouiller la terre, c'est pas, ils ont pas l'habitude, mais ils sont quand même contents de faire partie du projet. Et oui, j'ai pas vraiment de retour ni hyper positif qui vont dire je vais dire que j'ai tous les parents derrière moi qui me suivent ou négatif. C'est déjà bien de pas en avoir de négatif. Enfin, j'ai pas de. Non, c'est vrai. Il y a personne qui m'a jamais personne n'a dit ou ne m'a dit ou m'a sous-entendu. Mais qu'est-ce que vous faites au jardin, quoi? À quoi ça sert? J'ai jamais eu ce genre d'interrogation là. Ouais, mais c'est bien de le souligner parce que c'est vrai que ça peut faire partie des craintes, tu vois, des personnes justement qui sont pas du tout habituées, qui n'ont même pas idée que l'école puisse avoir lieu dehors, que ça pourrait un peu choquer ou en tout cas inquiéter qu'il y ait du temps à l'école qui se fasse au potager. Je trouve que c'est bien de le dire et de l'entendre parce que ça peut éventuellement, je sais pas, être. Est-ce que tu vois dans les enseignants, est-ce qu'il y en a pas qui se freinent par rapport à ça, qui ont peur des réactions des parents ou Mais je pense que j'ai aussi la chance d'être dans une école où. Alors c'est vrai que je crois que j'ai été la première à me tourner vers l'extérieur de cette façon-là. Donc sur une fin d'année scolaire et en fait il s'est trouvé que très peu de temps après on a été on a fait partie d'un projet qu'on appelle les ATE, c'est les aires terrestres éducatives. Et au début, ça a concerné qu'une autre classe. On est quand même nombreux, on a plus de 10 classes dans l'école. Et l'année encore suivante, en fait, ce projet aires terrestres éducatives s'est démultiplié et ça a touché toutes les classes, en fait. Ce qui veut dire que toutes les classes de l'école ont des sorties en extérieur dans un tout petit bois, mais alors c'est une langue de forêt, hein, toute petite, le long d'un rue. Ça se trouve peut-être à 500 mètres de l'école. Et donc le projet, ça a été de transformer ce petit bois en aire terrestre éducative. Donc toute l'école s'y est retrouvée rattachée, avec au minimum 3 sorties par an, 3 ou 4 sorties par an là-bas. De là, j'ai aussi des collègues qui font plus de sorties, j'ai notamment un collègue qui fait classe presque toutes les semaines dans ce petit bois. Et puis j'en ai d'autres qui vont aussi très régulièrement. Ce qui fait que là, maintenant, ça fait partie, c'est l'identité de l'école en fait. Dans notre école, et même en maternelle, c'est pareil. Dans le groupe scolaire, en maternelle, ils avaient un projet qui a été développé il y a quelques années comment ça s'appelle, ensauvagé, un espace ensauvagé. Je sais plus comment c'est le terme exact.
Donc c'est sur un petit terrain juste à côté de la maternelle, au bout du terrain de foot de l'école. Un espace ensauvagé, ça doit être ça, où il y a des buttes, ils ont creusé des trous, et puis les enfants peuvent aller, ils vont jouer dès la toute petite section là-bas, au moins une fois par semaine. Ils ont aussi un petit jardin maintenant et tout. Donc en fait, je pense que ça joue en ma faveur et en la faveur de toutes les classes, parce que c'est vraiment un projet au niveau du groupe scolaire, cet intérêt pour la nature et cette immersion dans la nature assez régulière. Et justement, en préparant l'épisode, tu m'as parlé d'un projet que tu portes cette année avec une collègue et que vous avez appelé un jardin pour partager. De quoi s'agit-il exactement ? J'ai une collègue qui est arrivée en maternelle et qui était avant dans une autre école de Dijon où elle avait porté un projet jardin. Et quand elle a été nommée sur notre groupe scolaire en maternelle, elle avait très très envie de continuer. Et elle a pas. Alors il y a pas vraiment, il y a que quelques bacs potagers. Donc il faudrait en installer d'autres. Enfin et puis comme elle est, tu vois, c'est quelque chose, ça prend un petit peu de temps de faire ce projet-là. Donc elle a pas pu se lancer l'année de son arrivée. Puis en parlant, en fait, on s'est trouvé. Il y a un moment, je me suis dit, mais Ambre, en fait, t'es égoïste. Comment ça se fait? Ça fait plein de fois qu'elle te parle de son envie de faire du jardin et tu lui as jamais proposé de jardiner avec ta classe. Puis quand je lui ai dit ça, elle me dit, ah mais non, mais je te le disais pas pour ça hein, et tout. Mais non, mais en fait, c'est une évidence, quoi. Je te le dis maintenant, c'est une évidence. Il faut qu'on fasse des activités ensemble, en fait. Et puis on a commencé en fin d'année dernière. On a fait quelques séances. Et puis cette année, on a dit que chaque période, on essayait de se voir 2 fois, de faire 2 moments partagés au jardin tous ensemble. Et on reproduit le même fonctionnement que quand je suis toute seule, à savoir qu'on fait 3 ateliers qui tournent. Et moi, je prends et puis chaque grand CM1 ou CM2 parraine un maternel, en fait. C'est une classe de moyen, petit moyen ou moyen grand. Je crois que c'est des moyens. Non, c'est des petits moyens. Je dis des bêtises, hein, c'est des petits moyens. Et du coup, chacun en a un et puis fait les 3 ateliers avec son petit maternel et l'accompagne. Donc on a un groupe au jardin. Ils les font jardiner. Et c'est vraiment magique parce que, c'est ce qu'on dit à chaque fois avec la collègue, c'est que ils prennent tellement à cœur leur travail que nous, on a vraiment plaisir à les voir travailler ensemble. Et puis les plus grands sont vraiment dans une position de transmission, en fait. Comme nous, on est avec nos élèves, ils prennent le temps, ils leur expliquent tout. Et moi, je les avais bien préparés à ça la première fois, là, au début de l'année. Je leur avais dit, ils sont petits, ils savent pas. Donc, faut vraiment que vous leur montriez tout. Mais c'est eux qui font. Vous leur montrez, mais c'est eux qui font. Et vous les faites parler. Et vous leur dites tout ce que vous faites. Vous leur faites répéter les mots. Et si ils font pas correctement ou s'ils veulent pas faire, et oui, vous allez devoir répéter. Et oui, vous allez devoir essayer d'attirer leur attention, de les motiver. Et oui, et c'est normal. Et en fait, ça s'est super bien passé parce que, je sais pas, ils se sont vraiment sentis investis d'une mission. Et ils ont déjà fait de la cuisine ensemble. Alors on a des photos qui sont magnifiques où le grand passe son bras derrière le petit pour tenir le couteau avec lui et guider ses gestes. Ou alors ils sont en train de faire des jeux de memory et ils jouent ensemble. Ils les aident. Ils leur disent, alors qu'est-ce que c'est? T'as dit c'est ça? Oui, c'est ça. C'est bien le pédoncule. Donc, et puis ils sont trop contents parce que c'est des choses que nous on a travaillé à fond en classe avant. Donc ils maîtrisent leur sujet. C'est des choses aussi qu'on a bien travaillé au jardin, donc ils maîtrisent leurs gestes aussi. Et du coup ils sentent vraiment comme des modèles et ils leur montrent. C'est magnifique à voir. Et puis en plus ça permet vraiment d'ancrer effectivement les apprentissages parce que
transmettre quelque chose, ça nécessite de le décortiquer un peu quand on montre un geste, surtout à des jeunes enfants qui n'ont jamais pratiqué ce geste. Et ben ça nécessite d'y avoir réfléchi déjà avant et de se replonger dans comment je fais pour obtenir tel résultat. Et du coup pour ancrer tout ce qu'ils ont appris avant, c'est génial quoi. Bah, et puis je pense que je suis vraiment contente qu'on ait fait ça, mis en place ça cette année, parce que je trouve que ça donne encore plus de sens en fait à ce qu'ils font. Parce que comme tu dis, la transmission, c'est ce qui manquait. Je l'avais un petit peu quand j'avais les CM2 qui montraient au CM1, mais là ça prend une autre dimension encore quand c'est avec des enfants qui sont beaucoup plus jeunes et avec qui ils sont pas tout le temps en fait, et puis qui sont vraiment encore plus novices que eux en fait. Et ouais, je pense que le fait avant il y avait du sens, hein, mais là je pense que c'est la dernière pierre à l'édifice en fait. Dans ce quotidien au jardin qui semble joyeux et puis hyper riche, est-ce que tu rencontres des difficultés particulières, quelles que soient les difficultés? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles t'étais pas confrontée jusque-là quand tu faisais classe en intérieur et que t'as rencontré en faisant classe au jardin? Il y en a deux, hein. La première, je pense que c'est vraiment de canaliser les enfants, parce qu'à partir du moment où on est dans un milieu ouvert, je trouve que, et c'est normal, hein, les enfants, ils ont tendance à partir un petit peu. Enfin, c'est difficile des fois de les raccrocher, de maintenir leur concentration, le calme. Et ça, c'est un travail de longue haleine, en fait. Après, bien sûr, j'accepte que quand on est dehors, ça peut pas se passer comme dans la classe. Ça, c'est évident. Parce que justement, les enfants, ils sont pas contenus, ce qui n'est pas mon objectif, hein, de les contenir. Mais quand il y a des murs, des tables, des chaises, forcément, ils sont un peu plus contenus. Mais donc c'est ça en fait qui a été quand même difficile. Je sais pas comment dire, à amadouer en fait cette dimension-là, parce que faut vraiment le vivre, faut le ressentir, et puis faut trouver les bons trucs au bon moment. Puis il y a des séances de jardinage qui se passent pas bien, hein, comme en classe, où on se dit non, là aujourd'hui en fait ça va pas, le groupe il est pas prêt, parce que c'est pour X ou Y raison, mais ça passe pas. Et ça m'est arrivé quelquefois d'interrompre en fait et de dire non, stop, en fait là on arrête, parce que ça se passe pas bien, ça crie, ça se dispute, vous êtes pas disponible. Donc après c'est comme ça. Il y a des fois aussi il y a des comme dans tout autre dans toute autre discipline, c'est des choses qu'on n'a pas préparées de la bonne manière, ou pas correctement, ou on n'a pas pensé à un petit obstacle. Bon, voilà. Mais bon, ça c'est comme ça quoi. C'est l'enseignement, c'est comme ça. Après, la deuxième chose, c'est il y a certains enfants, comme je dis, je suis en REP. Et j'ai des enfants qui parfois peuvent être difficiles, difficiles dans le comportement. Après, je sais que malheureusement, il y a des enfants pas faciles dans toutes les écoles, hein, qu'on soit en REP ou pas. Mais en REP, des fois, on en a un petit peu plus. Et quand ils sont un certain nombre dans la classe, c'est un combat de chaque instant pour que cet enfant, déjà, essayer de l'intéresser, essayer de l'intégrer au projet, et puis essayer de faire en sorte, qu'il perturbe pas en fait. Et ça c'est difficile, mais comme en classe en fait, hein. Et ça m'est déjà arrivé certaines fois d'avoir des enfants où on se dit j'y arriverai pas. Enfin, il y a des enfants, peu d'enfants, un ou deux, hein, sur les années que j'ai passées au jardin déjà, où je sais que c'est pas passé en fait. Et ça, c'est dur à accepter, hein, ça fait mal, mais
Mais c'est comme ça en fait. Et c'est après, c'est le souci, c'est de faire en sorte de pouvoir continuer pour tous les autres, sans que que ce soit pas tout le groupe qui en pâtisse en fait. Alors on arrive bientôt à la fin de notre échange, mais avant de nous quitter, est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose à l'enseignante que tu étais 3 ans plus tôt, au moment où tu t'es lancée dans cette aventure de classe au jardin? Si je devais dire une chose, ça serait va doucement. Va doucement parce que j'étais très 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 motivée, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai voulu des fois aller un petit peu vite, hein. Après bon, ça c'est aussi comme ça qu'on se fait ses propres expériences et puis qu'on apprend, mais je pense que j'aurais pu aller un petit peu plus doucement. Mais je pense que je me dirais que j'avais raison de partir dans cette direction-là parce que c'est sans regret et vraiment c'est ce qui me donne goût à l'enseignement, hein, une bonne partie. Ouais. Eh ben écoute, j'espère que ton expérience va inspirer d'autres enseignants, enseignantes qui peut-être n'avaient même pas idée que un petit bout de terrain derrière l'école pouvait être utilisé pour faire classe. Merci beaucoup Ambre pour ce partage d'expérience. Moi ça me donne envie d'aller gratter la terre. J'habite en appartement, je n'ai plus de jardin, j'en ai eu pendant un temps, là c'est plus le cas. Donc je le fais un peu sur le balcon, mais j'avoue que là d'imaginer à nouveau une année au potager, ça me donne envie de sortir. Bah écoute, t'es le bienvenu. Si un jour t'as envie de venir gratouiller la terre avec nous, on t'accueille avec plaisir. Non, bah merci beaucoup pour ton intérêt et cette interview. J'étais ravie de partager cette expérience avec toi. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même, peut-être, une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet, ainsi que ses recommandations pour aller plus loin dans cette exploration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aide beaucoup à développer davantage le podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, sortir, ça n'est que du kiff. Allez, ciao ciao, à bientôt.